VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Eh bien, voici revenu ce grand rendez-vous diplomatique de l'année. L'ONU tient cette semaine à New York son assemblée générale. L'impasse politique en République démocratique du Congo, les affrontements ethniques en Centrafrique, le terrorisme au Sahel, mais aussi les tensions avec la Corée du Nord et la réforme de l'ONU elle-même. Autant de sujets épineux à l'agenda. Que peut attendre l'Afrique de cette grand-messe annuelle? De quel projet de réforme s'agit-il exactement? Faut-il s'attendre à des solutions concrètes aux conflits et autres grands défis mondiaux? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Comme chaque année, de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains prennent part à cette 72e Assemblée générale. Mais baptême du feu très remarqué pour le président américain à cette tribune de l'ONU mardi. Donald Trump n'est pas passé par 4 chemins pour faire passer son message. Un récapitulatif des moments forts avec Morgane Guériec. Pour sa première à l'ONU, le locataire de la Maison-Blanche est resté fidèle à son style incisif. Face aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord, Donald Trump a menacé le régime de Pyongyang et insulté son dirigeant Kim Jong-un. Les États-Unis sont forts et patients, mais s'ils sont forcés de se défendre ou de défendre leurs alliés, ils n'auront d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Monsieur Missile court à son suicide et à celui de son régime. Des propos belliqueux qui n'ont pas manqué de faire réagir le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a rappelé que les chefs d'État avaient la responsabilité d'éviter un conflit armé avec ces pays et prôner une solution politique. Antonio Guterres a également parlé de la réforme des Nations Unies, un des thèmes phares de cette assemblée. Nous avons mis en place une stratégie pour mettre fin à l'exploitation et les abus sexuels, renforcer les structures de lutte contre le terrorisme. Nous reformons l'architecture de nos missions de paix et de sécurité pour être meilleurs en matière de prévention, plus agiles dans la médiation, plus efficaces et rentables dans les opérations de maintien de la paix. Alpha Condé, chef d'État guinéen et président en exercice de l'Union africaine, a quant à lui plaidé pour un élargissement du Conseil de sécurité en exigeant 2 sièges permanents pour le continent ainsi que 5 sièges non permanents. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement et de jouer pleinement son rôle dans la gestion des affaires internationales. L'Afrique, 3e démographie au monde, n'est pas représentée au sein du Conseil de sécurité, alors que 70% des questions qui y sont débattues concernent le continent, a dénoncé le président en exercice de l'Union africaine. Morgane Guériec, merci bien Morgane. J'ajoute qu'en marge de cette assemblée, le président Trump a participé mercredi à un déjeuner avec plusieurs dirigeants africains à New York. Il a notamment évoqué les ravages causés par les crises et guerres sur le continent. Surveillons étroitement et nous sommes profondément perturbés par les violences au Soudan du Sud et au Congo. Des millions de vies sont menacées et nous continuons à fournir une aide humanitaire, mais des résultats réels pour arrêter cette catastrophe nécessiteront un processus de paix dirigé par l'Afrique et un engagement sincère, vraiment sincère, de toutes les parties impliquées.
Le président Donald Trump, voilà, il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau à New York, Jean-Victor Collot du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique à l'ONU, où il a déjà agi comme porte-parole de l'Assemblée générale. Également avec nous, Souleymane Baldo, expert indépendant des Nations Unies. Il s'intéresse notamment aux questions sécuritaires en Afrique. Et de notre studio à Washington, Raoul Dagba, président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Raoul Dagba, je commence par vous pour parler du président Trump et de l'Afrique. Pour des observateurs, le locataire de la Maison-Blanche n'avait pas beaucoup parlé de l'Afrique auparavant. Pensez-vous que cela a changé cette semaine? Le continent africain va-t-il enfin devenir l'une des priorités de l'administration Trump? Bien entendu, parce que nous entendons ce moment du président des États-Unis et je puis vous dire que nous sommes très ravis de son intervention. L'Afrique a besoin d'une nouvelle structure de travail. L'Afrique a besoin d'une structure économique plus efficace. L'Afrique a besoin d'aides qui sont des aides qui ne vont pas nous plonger, mais des aides qui vont faire en sorte que nous allions vers le développement. Donc je suis plus que persuadé que son intervention au niveau de l'Afrique ou à propos de l'Afrique est une bonne chose. Oui, mais Raoul Dagba, son gouvernement n'a pas encore nommé un sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Le président américain trouve que l'Afrique a un potentiel commercial énorme. Et d'ailleurs, voici ce qu'il avait à dire en fait. J'ai plein d'amis qui vont dans vos pays pour essayer de devenir riches. Qu'en pensez-vous très rapidement, Raoul Dagba? Je pense que dans les jours ou bien dans les mois à venir, il pensera à ça et il nommera probablement un secrétaire qui sera chargé de nos problèmes. Et je puis également vous dire que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités au niveau des ressources minières. Nous avons du pétrole, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons plein de choses qui sont aujourd'hui une sorte de compétitivité au niveau économique mondial. Et je peux vous dire que c'est une bonne chose et que nous arriverons à une situation plus favorable que nous vivons actuellement en Afrique. Une bonne chose, évidemment. Ce qui polarise toujours l'attention, ce sont les mots très durs que le président Trump a eus à l'égard de la Corée du Nord et de l'Iran. Jean-Victor, parler de destruction totale d'un pays, c'est un langage très peu diplomatique, pour dire le moins. J'ai été, et je suis très heureux et très fier de le dire, 3 fois porte-parole au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est quelque chose que je n'ai pas entendu. En tout cas, il y a peut-être d'autres qui ont été porte-parole avant moi, certainement, qui ne l'ont peut-être pas aussi entendu. En réalité, la famille des nations et le conclave qui se tient une fois par an à New York est essentiellement fait pour que les chefs d'État se parlent entre eux. Il faut maintenant laisser de la liberté aux chefs d'État individuellement d'assumer et d'exprimer leur volonté et leur choix stratégique. Pour ce qui est de la famille des Nations Unies, il faut recommencer par rappeler que le motto des Nations Unies, c'est de parler de paix. C'est de faire que les nations se mettent ensemble pour un vivre ensemble. C'est de s'assurer que nous allons transformer, comme le fait cette statue, ce monument aux Nations Unies, les missiles et les Kalachnikov, on peut les transformer en monuments d'art et en lieu de rencontre. Donc il ne s'agit pas pour moi ici de commenter des États-Unis ou de la Corée du Nord, simplement pour rappeler que l'Assemblée générale a été créée précisément pour que les conflits soient discutés au sein d'une même famille. Il faut dire quand même que Kim Jong-un, qualifié d'instable, ne finit pas de provoquer les États-Unis, n'est-ce pas? Souleymane Baldo, je voudrais aborder avec vous la crise politique en RD Congo. Une réunion à huis clos a eu lieu mardi dernier en marge de cette assemblée. L'ONU table toujours sur une présidentielle d'ici au 31 décembre, n'est-ce pas? Autant que je me souvienne, on avait entendu pratiquement le même langage l'année dernière. Peut-être que Jean-Victor
va me corriger là-dessus, mais l'ONU doit-elle faire davantage pour que l'actuel gouvernement de Kinshasa fixe une date enfin? Bien sûr, c'est le but même de l'effort diplomatique dans la résolution du conflit au Congo. Il y a la crise politique sur le plan national, déclenchée par le refus du président Kabila de laisser les élections de 2016 avoir lieu et de continuer son mandat. Or, il y a aussi des conflits au niveau local et les Nations Unies doivent s'adresser aux deux en même temps. Et donc, il faudra peut-être qu'il y a des moyens plus adaptés à cette double nature de la crise en RDC. Je voudrais juste commenter très rapidement, parce que ce que vient de dire Suleiman est très important. On oublie souvent de rappeler que le travail des experts, le travail de l'ONU et le travail qui se fait en profondeur prend beaucoup de temps. Vous voyez, on n'a pas eu véritablement besoin d'une intervention très ouverte pour qu'on s'en perçoive qu'au Kenya, il y a un changement gigantesque où la Cour suprême a déclaré nul et non avenu les élections qui ont été, qui se sont déroulées au niveau de la présidentielle. Donc ces élections vont être recommencées. Et cela, à mon avis, c'est la conséquence d'un travail multiforme, multiplateforme et de longue haleine. Et il faut donc dire que là aussi, l'Afrique montre un certain exemple, parce qu'on présente souvent le continent africain comme un continent négatif qui s'enfonce. Et là, on voit qu'au Kenya, il y a le pouvoir judiciaire qui joue pleinement son rôle. On reviendra sur cet aspect un peu plus tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors Jean-Victor, dites-nous, pourquoi nous n'entendons pas beaucoup parler du climat très tendu actuellement au Togo, où la rue continue de réclamer le départ du président Faure Gnassingbé? Écoutez, en plus de la situation au Togo, il y a d'autres situations africaines qui sont encore plus importantes. Il faut se rappeler que le Conseil de sécurité, qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité internationale, commence à évoquer les questions quand ces situations sont dans l'ordre du jour, dans le calendrier de leurs travaux et de leurs discussions. Et tant que ce n'est pas encore le cas, c'est un peu plus difficile. Mais je crois qu'il faut dire qu'il y a d'autres situations dans le monde, non seulement en Afrique, mais aussi ailleurs. On parle par exemple de la situation des Rohingyas du côté du pays de Aung San Suu Kyi, qui avait été, n'est-ce pas, mise au diapason des droits de l'homme quand elle-même elle a souffert de toutes sortes d'abus. Je crois que pour ce qui se passe au Togo, il faut encore voir là que la rue est en train d'exprimer une sorte de droit, qui est le droit à la manifestation. Si vous me permettez de revenir sur la RD Congo, c'est quoi la solution pour le départ de Kabila? Il n'y a jamais de solution que celle choisie par les citoyens d'un pays eux-mêmes. En d'autres termes, quand bien même l'ONU aurait une solution, l'ONU ne peut pas l'imposer. Il faut bien, s'il y a une paix, qu'il y ait une paix à garder, que cette paix existe, qu'il y ait un accord. Souvenez-vous du Mozambique, un pays qui avait été déchiré par une guerre très brutale, par un conflit très long. Mais une fois que les Mozambicains se sont mis d'accord grâce à Sant'Egidio à Rome, ils ont pu appliquer, grâce à la communauté internationale, n'est-ce pas, un accord de paix qui maintenant fait du Mozambique un pays qui avance. Donc l'ONU n'a pas de solution, mais l'ONU peut faire partie de la solution et doit venir appuyer des accords. Encore faut-il que les citoyens eux-mêmes s'engagent dans ce sens. Tout accord de l'ONU ou toute imposition de l'ONU ne servira à rien si les citoyens eux-mêmes ne sont pas partie prenante. Il y a tellement de dossiers là. En fait, il nous faudra parler du dossier centrafricain. Ce pays, en fait, est toujours plongé dans des affrontements ethniques. Son président, Faustin Archange Touadéra, est venu demander plus de casques bleus et une aide accrue pour que la Centrafrique ne replonge pas dans le chaos. Souleymane Baldo, après 4 ans d'intervention onusienne, pourquoi des groupes armés continuent de sévir dans ce pays? Ils continuent à sévir parce qu'ils veulent contrôler du terrain, ils veulent contrôler des ressources pour s'assurer une place autour de la table lorsque le médiateur vient pour résoudre le conflit. Au Congo comme en Afrique, en Centrafrique, les ressources jouent un rôle majeur dans l'alimentation de conflits. Et tant que cela n'est pas adressé par les mécanismes d'intervention diplomatique, c'est-à-dire prendre le facteur de compétition sur le contrôle des ressources des nations africaines par les leaders politiques et par les groupes armés, cela n'avancerait pas les efforts de paix.
Et donc les Nations Unies doivent affiner les moyens pour vraiment prendre ces facteurs économiques de compétition sur les ressources pour que les acteurs armés et les acteurs politiques soient en quelque sorte coercés à venir, disons, trouver des solutions sincères avec l'aide des médiateurs. Mais le facteur économique est vraiment à l'origine de cette situation désastreuse en Centrafrique. Oui, en fait, il y a tellement à dire là-dessus, Jean-Victor. Même en fait, il y a un haut responsable de l'ONU qui a récemment mis en garde contre des signes avant-coureurs de génocide en Centrafrique. Y a-t-il donc urgence à faire quelque chose? En 2 mots, si vous pouvez. Tout à fait, il y a urgence. Et quand un haut responsable de l'ONU ou quand un expert de l'ONU dit quelque chose ou fait son travail, il faut écouter. Parce que si on n'écoute pas, après, les conséquences, on va plus tard chercher quels sont les responsables. Donc le travail que fait M. Adamadien, le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, et le travail que font les experts de l'ONU, ou des personnalités qu'il faut écouter comme M. Souleymane Baldo, ou nos représentants sur le terrain, c'est véritablement des signes avant-coureurs très importants qui peuvent permettre de peut-être prévenir de grandes calamités. Mais il faudra ajouter tout simplement aussi qu'en Afrique, en Centrafrique, c'est une opération ethnique multisectorielle. Beaucoup d'ethnies sont affectées. Ce n'est pas une entreprise planifiée pour venir au bout d'une seule ethnie ou bien d'une seule communauté. Tout le monde souffre, n'est-ce pas? Et le facteur essentiel pour cette souffrance collective, c'est vraiment l'appétit grand de ces groupes armés et de ceux qui sont géopolitiques pour le contrôle des ressources du pays. Voilà, je vous propose maintenant 2 commentaires Facebook. Claude Muyumba, Kinshasa, RD Congo. J'ai l'impression qu'on gagne de l'argent par la gestion des conflits et que les conflits ne termineront jamais. C'est le cas de la RDC et la MONUSCO. Et Hassan Omar Boulale Gash, Djibouti, ce rendez-vous annuel n'aboutit à rien, surtout pour l'Afrique. L'Afrique, je vois en fait Jean-Victor qui... je vais continuer ce commentaire d'un Facebooker. Vous allez réagir tout à l'heure. L'Afrique doit prendre la danse diplomatique et unir sa force pour obtenir le droit de veto. Voilà, nous allons retrouver nos invités dans quelques petits instants. Washington Forum revient après cette courte pause. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Le point sur l'Assemblée générale de l'ONU. Cette année, il est également beaucoup question de la réforme de la machine onusienne elle-même. Son efficacité fait parfois l'objet de critiques. Qu'en pensent les Africains? VOA Afrique a tendu son micro à quelques habitants de Kinshasa. Moi, je trouve qu'il ne fait pas son travail comme il faut. Peut-être ceux qui bénéficient de leur présence ici, dans notre province, ceux qui travaillent à la MONUSCO, parce que là, ils gagnent un peu quelque chose. Mais concernant l'insécurité qui règne partout dans des villages, on attend tuer les gens à Béni, hein? L'insécurité même ici dans la province, partout. Moi, je trouve qu'il ne fait pas son travail comme il le faut. Ils remplissent leur mission d'une part et de l'autre non. Parce que l'insécurité continue à gangréner dans le Nord Kivu, les guerres continuent à se multiplier, alors que leur mission était de venir apporter une aide pour la paix ici au Nord Kivu. Même continuer à avoir des milices, des rebelles qui continuent à envahir les territoires, les villes. Ils ne font rien, même si vous êtes attaqués, on vous tire comme des chiens, il n'y a pas de suivi. À propos de la MONUSCO ici au Congo, je crois que c'est une mission onusienne qui nous a facilité, à neutraliser les rebelles de M23 et ça continue toujours à pacifier nos territoires contrôlés par le gouvernement national. Mais aussi, c'est une mission aussi que de ma part, je pourrais préférer que ça puisse encore nous soutenir jusqu'à ce que les élections se tiennent dans la paix.
Voilà des Quinois interrogés par VOA Afrique et nous retrouvons nos invités à Washington. Raoul Dagba, président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Avec moi sur ce plateau, Souleymane Baldeu, expert indépendant des Nations Unies, et Jean-Victor Nkolo du bureau du conseiller spécial pour l'Afrique à l'ONU. Jean-Victor, vos réactions à ce commentaire Facebook également, à ce micro-trottoir? Les critiques sont très bienvenues, elles sont très constructives. Je pense qu'il faut que nous en prenions de véritables leçons pour améliorer. Simplement, j'aimerais dire, comme quelqu'un qui a travaillé dans 10 missions de maintien de la paix, 2 fois au Congo, qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de travailleurs de l'ONU qui ont payé un sacrifice très lourd, le sacrifice parfois ultime. J'ai mis moi-même des collègues dans des sacs plastiques, dans des cercueils pour les renvoyer à la maison. Tragique. Si vous prenez par exemple Haïti, nous avons des collègues dans le siège de l'ONU, y compris le représentant spécial, qui se sont tous effondrés avec les centaines de milliers d'Haïtiens qui avaient été, n'est-ce pas, tués lors du tremblement de terre. Les missions de maintien de la paix coûtent cher, ne sont pas faciles, et les erreurs que nous faisons, comme ça se fait un peu partout dans toutes les structures, nous devons les corriger. Mais simplement, il faut se rappeler que l'ONU a fait beaucoup de choses au Congo. Nous avons appuyé le processus électoral 2005-2006. Je rappelle, par exemple, les villageois du côté de Mwanza Ngoma, dans le Kasaï occidental à l'époque, on a reconstruit des ponts, on a fait des choses. Tout n'est pas parfait. Le Congo, c'est comme l'Europe de l'Ouest, sans pont, sans route, avec très peu d'infrastructures, notamment à Kinshasa, dans les villes, etc. Il nous faudrait beaucoup plus de moyens pour y arriver. Moyens humains, moyens financiers, moyens logistiques, mais surtout, cela appartient aux Congolais, la volonté politique d'avancer. Pas nécessairement ou exclusivement aux Nations Unies. Voilà, beaucoup plus de moyens. Et justement, en ce moment, on est en train de parler de la réforme de l'ONU. Que veut-on réformer exactement dans les grandes lignes? C'est très bien que vous posiez cette question, Jacques, parce que quand on parle de réforme, on a l'impression qu'au secrétariat, il y a des gens qu'il faut renvoyer ou des choses qu'il faut faire. Oui. Mais il y a aussi que l'ONU, c'est compliqué. C'est un système avec des organes principaux, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale. Il faut d'abord réformer quelque chose que les Africains ont évoqué depuis longtemps avec le consensus de Ezulwini. L'Afrique veut être dans la discussion, dans la conversation, pour prendre sa responsabilité dans ce qui est fait et décidé. Non pas seulement pour être à la réception des décisions qui sont prises. Et ça, c'est une réforme importante. Justement, cela inclut la demande africaine. 2 sièges permanents au Conseil de sécurité, 5 non permanents. Cela va-t-il se faire un jour? Je pense que cela va se faire. Je pense que c'est inéluctable. L'Afrique, c'est d'abord un pouvoir démographique, le pouvoir de notre jeunesse, la jeunesse africaine, mais c'est aussi un pays, un continent où il y a une très forte croissance, mais c'est aussi un continent qui va surprendre beaucoup de gens à beaucoup de niveaux. On voit ce qui se passe au Kenya, on voit des pays qui avancent, on voit ce qu'il y a comme changement. Les Africains, que ce soit d'abord les femmes et les jeunes, sont prêts parfois à aller dans la rue, parfois à prendre des risques et parfois à faire avancer. Et puis il y a aussi tout le défi technologique. L'Afrique avance par grands bonds. Et je pense que l'Afrique, c'est un continent avec lequel il va falloir compter et l'Afrique prendra sa place dans la famille des nations. Souleymane Baldeu, ces réformes telles que présentées par Jean-Victor, vont-elles finalement profiter au continent? De cet aspect-là, sur le plan politique, oui, certainement. Parce que l'Afrique a certainement besoin de se faire représenter à plus haut niveau dans la prise de décision. Mais il y a aussi le fait que, comme structure, les agences des Nations Unies sont vraiment multiples. C'est une très lourde machine. Il y a beaucoup parfois des compétitions entre agences. Il y a certains gaspillages de ressources matérielles énormes. Et il faudra une réforme de gestion et de la gestion des ressources financières aussi pour que la machine soit plus efficace avec moins disons, de besoins de financement. Et là, c'est un aspect sur lequel s'attelle la nouvelle administration américaine avec, disons, le menace de réduire sa contribution au budget des Nations Unies de façon draconienne pour forcer les Nations Unies justement à améliorer sa gestion des affaires entre les différentes alliances. Oui. Je ne sais pas si c'est tout à fait aussi une dimension. Je pense que je partage votre avis. Simplement, il faut préciser que les États qui sont très importants dans le Conseil de sécurité, qui ont le droit de veto, votent régulièrement un certain nombre de résolutions pour envoyer des missions de maintien de la paix sur le terrain. Mais ces résolutions ne sont pas toujours accompagnées par l'appui financier et logistique. Alors, quand on parle de l'Afrique et des infrastructures et des investissements, mais dans les régions africaines où il y a besoin, n'est-ce pas, d'une stabilisation, comme par exemple ce que
les groupes extrémistes font au Sahel. Si on réduit le budget du maintien de la paix, comme on l'a fait actuellement, il est difficile, n'est-ce pas, de soutenir la paix et de gérer un certain nombre d'espaces pour permettre à l'économie de croître. Ce qui veut donc dire que même sur le plan du changement climatique, si on ne se gère pas cette situation et on règle le problème climatique, vous voyez que la réduction de l'espace du lac Tchad en tant que lieu qui a nourri tant de gens crée des populations qui alimentent Boko Haram. Donc tout cela se tient. Raoul, vous avez entendu Souleymane et Jean-Victor, Washington veut voir les coûts de l'ONU fortement réduits. Même s'il est prêt à faire des économies, le patron de l'ONU a mis en garde contre le risque de saper l'efficacité des missions de paix. Très rapidement, qu'en pensez-vous, Raoul Dagba? Je pense que réduire le coût de financement au niveau de l'ONU plongerait l'Afrique dans une situation difficultueuse. Parce que c'est l'Afrique qui a plus de problèmes et qui traverse plus de situations dramatiques. Donc je pense que ce n'est pas une bonne initiative. C'est le lieu même d'ici de rappeler ce qui s'est passé hier au niveau du Nord Kivu, où les réfugiés sont laissés pour compte, il n'y a pas de moyens d'hygiène, et ils sont, permettez-moi de le dire, ils sont devant la MONUSCO. Donc je dis que ce n'est pas une bonne initiative, il faut qu'ils puissent revoir cet agenda-là pour que l'Afrique ne plonge pas dans des situations plus difficultueuses qu'elle traverse aujourd'hui. Ouais, et toujours à propos d'argent, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé au financement du G5 Sahel, créé pour lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Jean-Victor, comment l'ONU peut soutenir cette initiative, cette force ? L'ONU et la communauté internationale doivent soutenir ces initiatives. Vous vous souvenez du cas d'un jeune homme de bonne famille nigériane était parti avec une sorte de bombe cachée dans ses sous-vêtements et on l'avait retrouvé dans un avion à destination de l'Amérique. Je raconte cet incident parce que si vous ne réglez pas les problèmes au niveau du lac Tchad, ou au niveau du Sahel, ou au niveau de la Corne de l'Afrique, ces problèmes vont s'exporter. Vous savez, la pauvreté et la tragédie individuelle et collective peut facilement s'exporter et devenir une sorte de mouvement qui nourrit l'extrémisme. Donc, si le village des gens brûle très au loin, il faut penser que c'est notre village à nous. Nous faisons partie d'une petite communauté d'un même village. Et je pense que ces initiatives, et notamment celle-là, celle du Sahel, on se rend compte maintenant qu'un pays que peut-être les gens avaient oublié, un pays à une culture, une histoire extraordinaire, le pays de Soundiata Keïta, se retrouve maintenant au centre d'une question très importante que toute la communauté internationale, le Mali et tous les pays avoisinants du Sahel, nous devons tous gérer, nous y engager. Alors très rapidement, deux autres commentaires Facebook. Gabianga Silas Nigeria, pour moi la réforme de l'ONU ne produira rien, surtout en Afrique. Le terrorisme est toujours bien organisé. Par exemple, ici au Nigeria, nul ne sait ce que cherche Boko Haram. Et Mohamed Kefing Gapa, Conakry Guinée, la création d'une nouvelle organisation mondiale où les pays membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs peut sauver le monde des graves crises et des imprévus. Nous voyons en fait les Africains sont très critiques. Évidemment, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, Souleymane Baldo, donc toutes ces critiques et des conflits évidemment qui continuent à ravager l'Afrique. L'ONU peut être imparfaite, mais nécessaire, d'après vous, Souleymane Baldo? Les problèmes viennent de chez nous, disons, de la mauvaise gouvernance, de la corruption officielle qui est classe régnante dans la plupart des pays, je dirais, sont hésités, et la désespérance des jeunes qui se trouvent sans possibilité d'emploi, sans possibilité vraiment de pouvoir espérer avoir une famille, un travail régulier, de vivre avec dignité. Et donc, ils se versent dans des activités telles l'extrémisme religieux, tel l'engagement dans l'économie criminelle, comme, disons, voilà. Et tout cela, ça déstabilise. Ce sont des factions de déstabilisation. Voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités. Merci également à toute l'équipe à Washington et à New York. Et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide dans votre compagnie. À très bientôt. Take care.
Merci.